Bienvenue dans le podcast Au-delà de l'esthétique. Moi, c'est Fiona, architecte et fondatrice de Better at Home. Ici, on parle de comment votre intérieur peut devenir un allié puissant pour votre épanouissement personnel, grâce à des concepts basés sur la neuroarchitecture, le feng shui et la psychologie des couleurs. Si vous êtes passionné de développement personnel, de bien-être, que vous voulez comprendre comment votre habitat influence votre vie, vous êtes au bon endroit. C'est parti, let's go pour un nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est lié au conflit et à une forme de rigidité. Alors, si vous vous dites, moi Fiona, je suis pas du tout rigide et j'attire jamais le conflit, restez quand même avec moi parce que vous allez voir qu'on va lier tout ça à l'habitat et qu'en réalité, ça va peut-être vous permettre de comprendre les personnes qui sont autour de vous ou justement, ça va vous donner des conseils pour vous aussi apaiser un petit peu les tensions dans votre quotidien. Donc en fait, dans cet épisode, ça va être un peu particulier parce que je vais d'abord parler de sujets qui n'ont rien à voir avec l'habitat. Je vais vraiment parler de notre manière de communiquer. Pourquoi est-ce qu'on a autant de conflits autour de nous? Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à comprendre les personnes qui veulent s'exprimer, avec qui on discute? Et pourquoi est-ce que ça peut potentiellement finir souvent en tension ou en dispute? Et puis, je vais lier ça à l'habitat et je vais vous donner des conseils de choses à faire ou à ne pas faire pour renforcer ces problématiques-là dans l'habitat. Mais donc, on va laisser l'habitat pour commencer un peu de côté et on va parler vraiment de la raison pour laquelle il y a autant de conflits et autant de non-compréhension entre les êtres humains aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je fais cet épisode? C'est parce qu'en fait, je donne pas mal de formations en entreprise sur tout ce qui est le bien-être en général. Donc, ce sont des formations qui sont rarement liées à l'architecture. Et un des sujets de formation que je traite très souvent, c'est un sujet sur les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, pour ceux qui connaissent pas, c'est un livre de développement personnel qui donne 4 accords, donc 4 règles qu'il faudra appliquer dans la vie de tous les jours pour se sentir mieux et pour être mieux dans son quotidien. Et le premier accord Toltec, c'est apprendre à communiquer mieux. Le titre exact de l'accord, c'est que votre parole soit impeccable. Alors ça peut paraître un peu débile parce qu'on a tous été éduqués à bien parler, à pas dire de gros mots, etc. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, dans l'idée de la communication, c'est vraiment un accord qui va nous réexpliquer pourquoi est-ce que les personnes en face de nous, on doit apprendre à leur parler pour ne pas les braquer. Parce que c'est ça qui crée la tension, c'est ça qui crée les discussions, c'est ça qui crée des sujets de discussion qui sont très tendus. Et la raison pour laquelle j'ai envie de faire cet épisode de podcast aujourd'hui, c'est parce que à chaque fois que je donne ces formations, j'ai envie de rebondir sur plein de choses par rapport à l'habitat. Sauf qu'on m'appelle pas vraiment pour ça, donc je suis pas censée le faire. Et aujourd'hui, c'est une chouette opportunité de pouvoir parler et de cette problématique de conflit, de rigidité et de faire un lien avec l'habitat. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce premier accord Toltec? C'est que la plupart de nos conflits, en fait, sont des problèmes de communication. Ce sont des non-compréhensions de ce que l'autre voulait dire et donc ça part en cacahuète, ça part dans tous les sens, juste parce qu'on n'a pas compris l'autre ou qu'il s'est mal exprimé. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'après, l'autre ou nous-mêmes, on va s'excuser, mais c'est trop tard. La douleur qui a été provoquée est déjà là, est déjà présente. J'aime bien donner l'image d'une feuille de papier qui est toute lisse, et puis vous dites des mots que vous pensez pas. C'est comme si vous fripiez la feuille de papier, comme si ça devenait une petite boule, et puis vous vous excusez en disant « c'est pas ce que je voulais dire, désolé », et en fait, vous enlevez la petite boule et ça redevient une feuille lisse, mais elle sera jamais aussi lisse que ce qu'elle était avant. Elle sera toujours fripée. Et donc, c'est pour montrer que les mots qu'on utilise, les phrases qu'on dit, ça laisse des cicatrices et que oui, en effet, ça peut être intéressant de réapprendre à communiquer. Certaines personnes appelleront ça la communication non violente aussi. Il y a énormément de livres là-dessus pour ne pas braquer les personnes avec qui vous parlez et essayer d'avoir le moins possible de conflits. Moi, ce dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, c'est d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que c'est devenu si compliqué pour l'humain de communiquer? En fait, ça a toujours été. Mais ça vient vraiment de quelque part et c'est de ça que j'ai envie de parler dans ce podcast. C'est que ça vient de notre peur inconsciente. Et vous le savez, j'adore tout ce qui est lié au cerveau, à l'inconscient, aux neurosciences et comment notre cerveau réagit à l'espace. Et donc, la première chose à bien comprendre, c'est comment on réagit face au stress. Qu'est-ce qui se passe face au stress? Admettons que vous êtes en rue et il y a un prédateur, donc il y a quelqu'un qui vous court derrière. Voilà, ça peut être un animal et ça peut être un être humain, mais dans les faits, vous allez vivre un vrai danger. Le corps comprend qu'il y a un danger. Il va se passer ce qu'on appelle le FFF. Le FFF, c'est une réponse dans le cerveau qui va dire, le cerveau va choisir entre 3 options. Il va choisir en anglais, on appelle ça fight, flight ou freeze. C'est pour ça que ça s'appelle le FFF. En français, on appelle ça ou bien on va se figer, ou bien on va courir, ou bien on va contre-attaquer. Donc ça veut dire que s'il y a un animal ou un prédateur qui nous court derrière dans la rue, le corps va choisir 3 options. Il va dire soit j'ai plus de chances de survivre en contre-attaquant. Donc si par exemple c'est un enfant qui vous attaque dans la rue, votre corps va directement comprendre que vous avez plus de chances de survivre parce que vous êtes plus fort. Si par exemple c'est un lion, il va vous envoyer des hormones de rapidité et de vitesse pour que vous essayiez de courir le plus vite possible parce que votre plus grande chance de survie, c'est de courir. Et puis parfois, il y a aussi se figer. Se figer, c'est ne plus bouger, c'est faire le mort. Ça, c'est aussi une réaction animale. Les animaux font ça quand ils sont en danger de survie. Ils font le mort pendant un moment et puis à voir s'ils survivent ou pas. Nous, on a exactement les mêmes instincts de survie et c'est ce qui explique que malheureusement, lors de certaines agressions, que ce soit des agressions vraiment physiques dans la rue ou même des viols ou des choses comme ça, on a souvent le témoignage de personnes qui disent qu'elles se sont figées. Moi, j'ai eu ça une fois dans ma vie. Heureusement, tout s'est bien passé. C'était pas par rapport à moi, c'était une situation
autour de moi, peu importe, j'ai eu une fois mon corps qui s'est figé. Pour les personnes qui l'ont déjà vécu, c'est impressionnant comme on ne sait rien faire. Et après, on se dit, mais c'est pas possible, pourquoi est-ce que j'ai pas agi, pourquoi est-ce que j'ai pas été voir, pourquoi est-ce que j'ai pas aidé? Si le corps a décidé que le meilleur instinct de survie à ce moment-là, c'était de se figer, il se fige et il ne bouge plus. Et donc ça, ce sont nos 3 instincts de survie, vraiment pratico-pratiques dans le corps. Sauf qu'ici, je suis en train de vous parler d'une vraie situation de danger. Il y a vraiment quelque chose de grave qui est en train d'arriver, ben voilà les réponses du corps et les possibilités de survie. Le problème, et c'est aussi une force évidemment de l'humain, c'est qu'un stress qui n'est pas un vrai danger est perçu exactement de la même manière par le corps et par le cerveau. Donc ça veut dire que si par exemple vous vivez une situation où quelqu'un vous parle mal et quelqu'un vous agresse verbalement, le corps va faire exactement la même chose. Il va soit contre-attaquer, ça c'est la dispute, c'est vraiment aller dans les tours, il va monter dans les tours parce qu'il va se dire ma plus grande chance de survie ici c'est de contre-attaquer et donc de rentrer dans le débat. Soit il va se figer et va rien dire. Ça, ce sont toutes les personnes qui disent oui, moi je laisse toujours passer, je laisse couler au-dessus de la tête, je laisse toujours passer les choses, j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à dire ce que je pense. C'est que votre corps à ce moment-là estime que c'est plus safe de rien dire. Et là, c'est vraiment le cas où vous aimeriez dire quelque chose mais vous n'y arrivez pas. Ou bien il va fuir, il va simplement partir de la discussion et pas donner son avis du tout. Et donc ça, ce sont des situations en fait qu'on va retrouver dans la communication, dans la vie de tous les jours. Et c'est là que c'est important de bien comprendre que oui, on a un stress qui est un stress réel, qui est un stress physique, mais on est des pros en tant qu'humains pour créer des stress dans notre tête qui sont pas vraiment des vrais stress, qui sont des stress parce qu'on cogite, parce qu'on pense au futur, parce que des choses comme ça. Sauf qu'en fait, le corps, au niveau vraiment de l'instinct de survie, il fait pas la différence entre l'un et l'autre. Et donc, il va envoyer exactement les mêmes signaux. Et c'est pour ça qu'on est tellement à être complètement HS et hyper fatigué dans notre quotidien et que les hormones de stress sont beaucoup trop élevées. C'est parce que l'humain est en train de se créer des stress qui sont tellement grands en termes de pression, en termes de charge mentale. Mais le corps, lui, fonctionne exactement comme si tous ces stress équivalaient à être attaqués en permanence dans la nature par des prédateurs. Donc, ça veut dire que nos niveaux d'hypervigilance sont tellement élevés que c'est très, très compliqué aujourd'hui d'être relâché, de lâcher prise. C'est d'ailleurs pour ça que c'est tellement important d'aménager nos environnements et nos intérieurs de façon à ce qu'eux ne stressent pas en plus notre système nerveux. Et malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'aménagements qui ne permettent pas ce fameux lâcher-prise et qui nous laissent même dans cet état d'hypervigilance dans nos intérieurs. Bref, je m'écarte, tout ça pour dire que dans les discussions qu'on va avoir, dans les conversations qu'on va avoir, on peut activer cet état de protection, de FFF, Fight, Flight ou Freeze. Si vous avez une discussion avec quelqu'un qui vous veut pas de mal en soi, et que la personne vous braque. Et vous braquer, ça peut être avec un mot, ça peut être parce qu'elle pense différemment que vous, ça peut être parce qu'elle a une autre idéologie, et que la personne vous braque, vous rentrez dans ce fameux FFF. Qu'est-ce qui va se passer quand vous rentrez dans ce FFF? C'est votre corps qui gère. C'est plus votre cerveau rationnel, c'est plus votre cerveau conscient. Et donc la discussion, elle n'est plus constructive. Et c'est ce qui fait qu'on a parfois ce qu'on appelle des discussions de sourds, c'est qu'en fait les personnes ne sont plus du tout dans le rationnel, elles sont dans l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, c'est survivre. Survivre en contre-attaquant pour voir qui va avoir raison en premier, survivre en fuyant la conversation, ou survivre en se figeant et en ne faisant rien du tout. Et donc, on n'est plus du tout dans de la discussion constructive. On est dans de la réaction, on est dans du cellulaire. Et donc, ça ne sert même plus à rien de donner vos arguments et de rester dans la discussion à ce moment-là, parce qu'on n'est plus du tout dans quelque chose de constructif. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très très présent aussi avec les enfants, pour les parents qui m'écoutent. C'est quand vous dites à un enfant non, il n'écoute plus ce qui vient après. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais dire non à un enfant, mais c'est important de savoir en tant que parent que vous pouvez avoir le meilleur argument possible et imaginable pour la raison pour laquelle vous êtes en train de dire non à votre enfant. Son cerveau, il a déjà déconnecté. Le non à ce moment-là va à l'encontre de ce qu'il voulait, et donc il est déjà en résistance, et donc il est déjà dans ce fameux FFF. Rationnellement, il n'écoute déjà plus votre justification. Et donc si un enfant vous demande un nouveau vêtement et que vous dites non parce que les magasins sont fermés, en fait, même si parce que les magasins sont fermés est très rationnel, votre enfant pourrait péter un câble et râler parce qu'il est resté braqué sur le non. Donc parfois c'est intéressant, et ça c'est pas qu'avec les enfants, c'est même avec les adultes, c'est de plutôt qu'être directement dans l'opposition et de dire non, c'est de pouvoir dire oui et ce sera à un autre moment de la journée. Ou simplement dire, de pas verbaliser le non, de trouver des solutions, je sais que c'est pas si simple, pour juste pas braquer le corps et le cerveau. Et là on a des discussions qui vont être beaucoup plus fluides, qui vont être beaucoup plus intéressantes, et on va vraiment diminuer l'intensité du conflit. En parallèle à ça, et c'est là qu'on va commencer à trouver ça intéressant de parler de la notion de rigidité, en parallèle à ça, on fonctionne sur un système au niveau sociétal qui est binaire. Ça veut dire que depuis le fameux to be or not to be, on est vraiment sur un système de le cerveau prend quelque chose, on a évolué dans une société qui nous apprend que quelque chose est vrai ou faux. To be or not to be, littéralement. Et donc, on a soit raison, soit on a tort. Ce qui fait que quand on va arriver dans une discussion avec quelqu'un, admettons que moi j'ai un argument et que je suis certaine d'avoir raison, ça veut dire que pour moi, la personne en face de moi a d'office tort. Puisqu'il y a cette pensée binaire qui dit que c'est juste ou c'est faux, on a raison ou on a tort. Donc si moi je suis persuadée d'avoir raison,
Par A plus B, la personne en face de moi, si elle n'est pas d'accord avec moi, elle a tort. Et donc, ça nous amène à arriver dans un système de pensée qui n'accepte pas qu'il y a peut-être plusieurs options, qui veut dire qu'on est très rigide dans notre façon de penser. Et c'est d'ailleurs la création du débat politique ou du débat en général. Le débat, c'est de dire c'est toi ou c'est moi. Il n'y a pas de « et », c'est l'un ou l'autre. C'est une pensée littéralement qu'on appelle une pensée binaire. Ça, c'est un problème. Parce que ça veut dire que quand on rentre dans une discussion, si fondamentalement on est sûr de nous, on rentre directement dans une forme d'agression envers l'autre, parce que si nous on est certain d'avoir raison, ça veut dire qu'il a tort et qu'il ne peut pas y avoir un juste milieu. Et donc on braque directement l'autre et on le met directement dans cet état d'esprit de FFF, flight, freeze ou fight. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On est dans une discussion, on est dans une dispute, on n'est plus dans deux cerveaux rationnels qui s'écoutent, on est simplement dans deux cerveaux qui essayent d'avoir raison et de se prouver que l'un ou l'autre a raison. Il y a une image comme ça sur Internet que j'adore, qui est une image d'un 6 et un 9. Et donc, en fonction du côté où on est, on voit ou bien un 6 ou bien un 9. Et alors, il y a une petite bulle sur deux petits bonhommes, un qui voit le 6, un qui voit le 9. Il y en a un qui dit « moi je vois un 6 et moi je vois un 9 ». Et en fait, ça montre qu'ils ont tous les deux raison, que c'est pas l'un ou l'autre, qu'on peut tous les deux avoir une autre perspective sur la vie et quand même tous les deux avoir raison. Et ça, dans le monde dans lequel on vit, ça manque de ça. C'est d'ailleurs tout le problème politique, vraiment, c'est qu'ils veulent avoir raison. Et donc, ça manque d'ouverture, ça manque d'écoute, ça manque de perspective, ça manque d'une pensée qui est beaucoup plus ouverte et qui va dans le sens de « et quoi si on était deux à avoir une opinion différente, mais à avoir quand même tous les deux raison ?» Et ça, dans l'évolution de la société, même avec les interros qu'on a quand on est enfant, c'est juste ou c'est faux, c'est rouge ou c'est vert. Il y a très très rarement un juste milieu ou un entre-deux. Il y a très rarement une interro ou quelque chose où deux personnes peuvent avoir une réponse totalement différente et pourtant avoir tous les deux raison. Et donc on évolue aussi dans cette société de c'est vrai ou c'est faux, on a raison, on a tort. Et c'est la base de énormément de conflits à cause de cette façon primitive de fonctionner. S'il n'y avait pas cet instinct primitif de survie, ça pourrait encore poser moins de problèmes. Mais aujourd'hui, énormément de tensions sont liées à ça et donc ça nous demande d'apprendre à communiquer totalement différemment. Et peut-être que vous êtes nombreux aujourd'hui à m'écouter et à avoir déjà fait ce chemin de vraiment ce qu'on appelle la communication non violente. Déjà, il y a énormément de livres là-dessus, il y a énormément de formations là-dessus, parce que communiquer différemment, ça s'apprend. Ça veut dire qu'il y a certains mots qu'on peut plus utiliser, qu'on devrait essayer d'éviter d'utiliser pour ne pas braquer la personne en face de nous et ne pas lui donner le signal qu'on est en train d'essayer d'avoir raison. Il y a aussi plein de manières de se rendre compte qu'on est dans une discussion qui n'est pas constructive. Si vous vous rendez compte que vous êtes face à quelqu'un qui veut avoir raison et qui ne vous demande en fait pas votre avis, sortez de la discussion. Vous êtes dans une discussion qui est nocive. J'ai eu ça un jour, je suis partie en vacances avec des amis, et sans citer de nom ou quoi que ce soit, c'était des personnes que je connaissais pas très bien, c'était vraiment un groupe d'amis recomposé, et c'était vraiment des très très chouettes vacances. Et avec quelqu'un dans le groupe, aussi une super chouette personnalité, qui adorait lancer des débats. Et donc souvent, il y avait vraiment des débats sur un sujet, raison, tort, et donc on sentait, et moi je donnais déjà beaucoup à l'époque la formation sur les 4 accords Toltec, donc je prenais un peu de recul par rapport à ça, et je les écoutais en sirotant mon cocktail, mais je n'intervenais pas dans la discussion. Et je pense que c'est seulement le 7e jour qu'il y a une des personnes qui est venue vers moi et qui m'a dit « Mais en fait, Fiona, est-ce que tu as une opinion parce que tu dis jamais rien ? Est-ce que tu as un avis ?» Presque me demander si j'ai une personnalité. Et ma réponse a été à ce moment-là de dire « Oui, mais personne m'a demandé mon avis. » Et là, j'ai vu leur tête en disant « Oh, oui, c'est vrai en fait. » Parce que quand on est dans un débat, malheureusement, beaucoup trop souvent, on n'est pas là pour écouter l'autre, on est là pour prouver notre point. Et ça, c'est un débat, c'est propre débat. Mais dans les discussions qu'on a avec nos proches, avec les personnes autour de nous, beaucoup trop souvent, c'est comme ça. Il n'y a pas d'écoute, il y a juste prouver que j'ai raison. Et ça crée énormément de conflits. Et ça, il faut vraiment apprendre à ne plus le faire. Le premier conseil vraiment très pratico-pratique que je peux vous donner, c'est si on ne vous a pas posé une question, c'est qu'on n'est pas là pour écouter ce que vous avez à dire. Et donc, intervenez seulement quand vous sentez qu'on vous pose la question et qu'il y a un vrai intérêt. C'est seulement là que vous allez vraiment sentir que vous êtes écouté. Et je vous promets que d'être dans une discussion où vous n'êtes pas écouté, ça ne vous apporte rien. Même si vous avez un avis, même si vous avez une opinion, même si vous avez envie de partager quelque chose, donnez votre opinion et partagez-la si les personnes sont prêtes à l'entendre et ont envie de l'entendre. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a énormément aidée personnellement. Je me suis toujours sentie quand même un petit peu différente. Je pense un petit peu différemment que la norme architecturale, on va dire. Je n'ai jamais exposé mes idées et mes convictions à quelqu'un qui ne m'a pas posé la question. Et ça ne veut pas dire que, regardez, là, je suis en train de faire un podcast dans lequel je suis en train d'exposer tout ce que je ressens, tout ce que je pense, toutes mes idées. Je suis en train de les dire à voix haute face à je ne sais pas combien de personnes qui m'écoutent. Mais si vous écoutez ce podcast, c'est parce que ça vous intéresse et que vous avez décidé de m'écouter. Donc je sais que c'est juste, je sais que je peux m'exprimer librement, je sais que je peux donner en toute bienveillance mon opinion. Mais pas dans une discussion où quelqu'un vous a rien demandé et au final, elle va juste être là pour vous prouver que vous avez tort. Ça, c'est une des choses les plus énergivores face auxquelles on peut être et ça n'aide en rien notre personnalité à évoluer. Et donc,
Par rapport à cet épisode de podcast, l'idée, c'est pas de dire vous êtes une personne rigide, donc voilà ce qu'on va éviter dans votre intérieur. C'est de dire attention qu'on évolue dans un monde qui vraiment met en avant cette rigidité et nous pousse à penser dans cette façon assez binaire de vrai ou de faux. Et l'idéal, c'est de sortir un maximum de ça. Après, il y a des personnes qui souffrent plus que ça que d'autres. Il y a des personnes qui vont écouter ce podcast et qui vont se dire mais en fait, moi, je sens que je suis un peu cette personne. Pour qui c'est noir ou blanc. Je sens que j'écoute pas toujours la personne en face de moi. Je sens que je suis un peu cette personne qui peut être très carrée, c'est l'un ou c'est l'autre, et qui a très rarement un juste milieu. Et donc, c'est vrai que je m'identifie à ça. Là où d'autres personnes vont dire « Ah non, mais moi, je sens pas du tout ça. Par contre, c'est vrai que j'ai des personnes autour de moi qui le sont assez fort et avec lesquelles j'ai du mal à communiquer. » Que vous vous identifiez à l'un ou à l'autre, ou peut-être encore à un entre-deux, dans tous les cas, les conseils qui vont suivre sont toujours intéressants à prendre. Et comme vous le savez, il n'y a aucun jugement. Il y a juste une invitation à essayer de vous-même, en termes d'introspection, de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui me fait du bien dans la vie de tous les jours et qu'est-ce qui me freine à aller mieux. Si vous sentez qu'une forme de rigidité vous freine à vous sentir bien, ça peut être intéressant de travailler dessus. Si vous sentez que vous avez du mal à gérer les personnes autour de vous qui ont cette forme de rigidité, ça peut être intéressant aussi de voir comment vous pouvez réagir à cette situation pour que ça vous impacte moins. Donc dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, il y a toujours bien quelque chose à faire. Et ce qu'on veut éviter, c'est que notre intérieur renforce quelque chose qui nous fait pas du bien. Toujours la même histoire. L'intérieur ne vous rendra pas rigide. C'est pas à cause de votre intérieur que vous allez être rigide. C'est en général parce qu'il y a peut-être déjà une forme de rigidité, que vous êtes attiré par des intérieurs et des décorations qui pourraient renforcer cette rigidité. Et là, c'est intéressant d'éviter. Donc, comment est-ce qu'on va retrouver ça dans l'habitat ? Tout ce qui est noir et blanc. C'est vraiment le noir et blanc, c'est noir ou c'est blanc. On le dit dans la langue française, on dit c'est écrit noir sur blanc, c'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas d'entre-deux. C'est d'une évidence que le noir et blanc est lié à la rigidité. Et donc, évitez le noir et blanc dans la décoration. Ça veut dire que si vous rentrez dans un intérieur où tout est noir et blanc, je vous suggère quand même, si vous vous identifiez à cette forme de rigidité, je vous suggère d'aller chercher un peu de couleur, ou en tout cas un entre-deux. D'essayer de mettre quelque chose de plus pour que le cerveau sorte du noir et blanc. Pour rester dans cette histoire de noir et blanc, évitez les photos en noir et blanc aussi. Dans la vie, tous les jours, il y a des couleurs partout. Le cerveau, le noir et blanc, il connaît pas dans la réalité. Et donc, avoir des photos de vous en noir et blanc, pour le cerveau, c'est vraiment ce truc de c'est noir ou c'est blanc, c'est l'un ou c'est l'autre. Ça renforce cette forme de rigidité et cette pensée binaire. Et donc, si vous aimez bien des photos en noir et blanc, rien ne vous empêche de les avoir dans un album. Mais dans ce que vous affichez dans votre maison et ce par quoi vous passez tous les jours et ce que votre cerveau inconscient voit tous les jours, je vous suggère vraiment d'éviter des photos en noir et blanc. Ça renforcera cette idée de pensée binaire. Un autre conseil, c'est d'apporter des possibilités de changement dans votre intérieur. Si vous créez un intérieur qui est figé, qui est l'un ou l'autre, où il n'y a pas le choix, vous renforcez cette impossibilité d'avoir plein d'opportunités et plein de possibilités dans la vie dans laquelle on est. Et donc, essayez même dans les aménagements intérieurs que vous faites de vous dire, OK, là, j'ai un meuble qui est à cet endroit-là, mais ce ne sera pas figé et je pourrais peut-être un jour le mettre à un autre endroit. Même dans la position des lits, moi, j'aime bien pouvoir dire, il y a 2 positions idéales dans la chambre. Ça veut dire que si à un moment donné, j'ai envie de faire autre chose, je ne suis pas figée, je ne suis pas bloquée dans une réalité. Je m'offre plusieurs possibilités. Un autre conseil dans l'habitat, c'est de travailler avec le chiffre 3. Le chiffre 3 est hyper intéressant parce qu'il nous amène vraiment à cette idée qu'il y a plusieurs options sans nous submerger. Ça veut dire que c'est pas l'un ou l'autre, mais qu'il y a plusieurs possibilités. Donc par exemple, sur un mur, vous pouvez mettre 3 cadres, vous pouvez mettre 3 lampes, vous pouvez mettre 3 éléments de décoration, 3 plantes, 3 bougies. Vous pouvez être super inventif et créatif dans les chiffres 3 que vous utilisez, mais le chiffre 3 est très intéressant et va d'ailleurs au-delà de la décoration. Par exemple, ça peut être très intéressant de proposer à un enfant de choisir entre 3 vêtements. Plutôt qu'un enfant assez en bas âge de le laisser se balader dans un magasin de vêtements et de le laisser tout choisir, l'enfant va se sentir submergé parce que quand il y a trop de choix, on est vite submergé. Même chose, si vous allez dire à l'enfant, tu peux choisir entre 35 couleurs dans ta chambre, l'enfant va être complètement submergé, il ne saura pas entre quoi choisir et ça va créer un stress. Si vous lui dites, tu n'as pas le choix, voilà le vêtement qui est pour toi, ou si vous dites, tu n'as pas le choix, tu dois choisir la couleur rouge dans ta chambre, là, ça donne l'idée à l'enfant qu'il n'y a pas le choix. Que dans la vie, il va toujours devoir subir en quelque sorte et qu'il ne pourra pas faire d'autres choix. Que la vie est très monotone en quelque sorte. Et puis si vous lui dites tu peux choisir entre ça ou ça peut même être au restaurant, tu peux choisir entre ce plat-là ou ce plat-là, on renforce cette pensée binaire. Que dans la vie, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc le mieux qu'on puisse faire dans l'évolution de l'enfant, dans l'apprentissage, c'est choisir entre 3 choix. Même pour vous, si vous êtes au restaurant et que vous avez une grande carte, prenez 3 plats et dites-vous je choisis entre ces 3-là. Comme ça, le choix est restreint, mais il y a quand même vraiment cette idée de, dans la vie, il y a plusieurs options, il y a plusieurs choix et c'est pas binaire. Donc ce chiffre 3 est extrêmement intéressant et donc j'en arrive à mon conseil supplémentaire. C'est dans une chambre d'enfant, surtout de bébé, parce que les bébés sont quand même encore très sensibles aux couleurs, aux énergies, etc. Essayez de mettre 3 vibrations de couleurs. Si vous mettez une tapisserie ou un papier peint, c'est différent parce que là, il y a plein de couleurs dans la tapisserie et dans le papier peint. Mais si vous repeignez les murs, l'idéal, c'est d'avoir 3 vibrations différentes.
Donc peut-être un blanc standard, qui n'est pas blanc-blanc, mais blanc un peu crème, avec une couleur un peu chaude, une couleur phare, qui ressort un peu plus, et une couleur plus douce, qui est peut-être un dérivé de la couleur phare ou qui va bien avec la couleur phare. Ça donnera vraiment cette énergie et cet apprentissage à l'enfant que dans la vie, il n'y a pas qu'un choix, c'est pas monotone. Il n'y a pas que le côté binaire, c'est l'un ou c'est l'autre, mais on a plusieurs possibilités sans être complètement submergé. Donc voilà les grands conseils. Évitez le noir et le blanc. Essayez d'amener le chiffre 3 dans votre intérieur. Ça va déjà énormément vous aider. J'espère que cet épisode vous a plu et a pu vous donner plusieurs conseils pour votre vie de tous les jours et pour éviter un maximum le conflit, parce qu'il n'y a rien à faire quand on arrive à sortir du conflit. Et de nouveau, je ne parle pas de conflit en disant qu'on en dispute tous les jours, mais je parle plutôt de la tension et de la nervosité qu'on peut ressentir dans notre vie de tous les jours, dans notre corps, dans le fait qu'on a envie que les personnes nous comprennent, mais qu'elles ne nous comprennent pas toujours. Pouvoir se libérer de ça, c'est quand même très puissant. C'est un chemin que j'ai entrepris et c'est un chemin qui m'a énormément libérée. Et de pouvoir parler avec les personnes qui sont vraiment intéressées dans ce que vous avez à dire, plutôt que de perdre votre énergie avec des personnes qui en fait sont là pour prouver leur point et pas spécialement pour vous écouter, c'est vraiment un énorme changement de vie. Et vous pouvez tout à fait aligner votre intérieur à ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Pour info, évidemment, tout ce qui est couleurs, là j'ai parlé beaucoup du noir et blanc, etc. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans la symbolique des couleurs et vous pouvez encore mettre plein de choses dans votre intérieur pour que les couleurs que vous choisissiez vous aident à aller mieux, vous aident à ne pas renforcer certaines problématiques, que ce soit pour vous, pour votre couple ou même pour vos enfants. Et donc je vous rappelle qu'il y a un atelier sur la psychologie des couleurs que vous retrouvez dans le lien de cette description, un atelier dans lequel pendant 1h15, je vous parle de toutes les couleurs, leur symbolique et ce qu'elles peuvent venir impliquer dans votre quotidien. Donc voilà, je vous mets tout ça en description et puis il me reste à vous remercier d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode. Comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, vous abonner, mettre quelques étoiles au podcast. C'est des choses qui m'aident beaucoup à avancer, à continuer. Je suis ici toute seule face à mon micro, je sais jamais vraiment comment c'est réceptionné de l'autre côté, de là où vous êtes. Donc si vous avez envie de me donner des retours, c'est toujours super chouette pour moi. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao!